Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité, une actualité bien chargée, les otages, 3 otages libérés contre 90 prisonniers palestiniens. Et quels prisonniers? On va parler évidemment de Donald Trump, on l'a évoqué dans l'émission Média, et les filles qui perdent la législative partielle en Isère. Faut-il travailler 7 heures de plus par an? Ça aiderait, paraît-il, à renflouer les caisses, ainsi que les taxes sur les billets d'avion également. Air France qui monte au créneau, parce que ça renchérirait évidemment le prix du billet d'avion. Bref, beaucoup de sujets aujourd'hui avec vous, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. On vous retrouve sur votre chaîne de débat, Les Indécis, et sur YouTube, et puis tous les vendredis face à Éric Tegner dans La Vérité en face, présenté par Patrick Roger. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, bonjour. Et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour. Tous ces sujets avec vous. Sophie, c'était votre coup de gueule, la taxe sur les billets d'avion. Allons-y. Franchement, je suis découragée des contre-performances. Parlez bien dans le micro, Sophie. Découragée des contre-performances, des décisions qui sont prises. Alors évidemment, ça fait bien, parce que ceux qui prennent l'avion, en principe, c'est des riches. Mange pas de pain. On raconte que ça pollue la planète. Alors ça coûte moins cher que le train, je vous signale. Si vous faites un Paris-Marseille, je vous conseille de prendre l'avion. Oui, mais dans l'imagerie. Oui. Et en particulier, particulier en Inde, prendre l'avion est bien meilleur pour l'écologie que d'être sur la route, parce qu'il paraît qu'il y a tellement de pollution qu'on en construit, etc. Bon. Ensuite, il y a quelque chose qui est terrible. Il y a une excellente interview du président d'Air France, Monsieur Smith. Air France KLM d'ailleurs. Air France KLM, disons-le, absolument. Excellente interview dans Le Parisien, qui explique un peu tout ce qui se passe. Benjamin Smith, il est très concret. D'abord, nous sommes, la France, les plus hostiles envers nos entreprises. C'est-à-dire qu'on traite mal Air France KLM. En particulier, d'ailleurs, dans les aéroports, ce qui est intéressant. Par exemple, quand on prend ça, on est sur le tarmac, et nous, on a des cars pour se transporter, les autres, non. On a donné tout le transport sur le Qatar à Air Qatar, je crois que ça s'appelle. Qatar Airways. Qatar Airways, pardon. Qatar Airways, on n'a plus de transport de ce côté-là. On est en train, avec cette taxe, de supprimer 1 millier de salariés minimum. Et on surtranspose toutes les consignes. Pourquoi est-ce qu'on est la société la plus taxée en Europe? Pourquoi est-ce qu'on taxe de façon impossible nos propres entreprises? Donc là, je trouve ça... En plus, on ne sait pas ce qui se passe. Alors ça, c'est très grave. En l'occurrence, ils changent d'avis. La dernière fois, on ne taxait plus, maintenant on retaxe. C'est un peu l'hésitation. Et puis attendez, Air France est obligé de rembourser des gens qui ont pris leur billet, parce que ça change le prix quand on taxe. Donc c'est une aberration complète. Mais enfin, qui peut prendre des décisions aussi contraires au bon sens? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir des taxes de partout et des coups de rabot de partout. C'est une excellente transition. Pour vous, Alexis Bachelet, c'est un coup de gueule. Oui, en fait, moi, je voulais m'associer au coup de gueule de nos sportifs. Je crois qu'il y a Marie-Josée Pérec, Teddy Riner, Léon Marchand, qui se sont exprimés, et je pense beaucoup d'autres, mais je prends les plus emblématiques, parce que c'était nos champions olympiques, qui ne comprennent pas la baisse de, je crois, on est 500 millions d'euros sur le budget des sports, après des Jeux olympiques dont on a salué les performances en termes d'organisation, mais aussi des performances athlétiques, puisqu'on a fait quand même beaucoup de médailles. Et on sait que pour fabriquer ces champions, il faut investir dans les infrastructures, soutenir les clubs, former, etc. Oui, Sophie, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Mais moi, je pense, et c'est pour ça que je voulais faire ce coup de gueule ce matin, que c'est de l'argent qui est bien investi. Mais oui, mais les dépenses de l'État, on en parle. Attendez, Sophie, laissez-moi finir. Je vais expliquer en 2 mots. Je pense que dans un pays comme le nôtre, où les crises et les fractures sont multiples et où on manque jamais une occasion de se taper dessus pour un oui ou pour un non, ce qui globalement n'est pas très bon pour la cohésion nationale. Le sport, c'est quelque chose qui fédère dans notre pays, d'une part. C'est bon pour l'image de la France dans le monde, d'autre part, parce que ça donne envie. Je pense que le Tour de France, on a des grandes compétitions sportives qui font vivre aussi le tourisme, donc nos entreprises et nos emplois.
qui vont avec. Et puis, dernier point, je pense que pour beaucoup de jeunes, ça véhicule des bonnes valeurs, ça cadre, ça forme, ça, voilà, ça. Moi, je vois dans ma commune les éducateurs, ils sont tous les week-ends, les mercredis, ils s'occupent de nos enfants, ils les encadrent et ils essayent de leur transmettre les valeurs du sport, qui, comme chacun sait, sont des valeurs positives de solidarité, de compétition, mais dans le bon sens du terme. Et tout le monde veut de l'argent, c'est le problème. L'éducation aussi. Est-ce que c'est là qu'il faut faire des économies? C'est ça la question. Les économies, alors je suis désolée, c'est quand même la base. L'État veut prélever partout au lieu de diminuer son propre train de vie. On a tout dit quand on a dit ça. Oui. Alex Armand. Oui, d'accord. Je comprends. Mais enfin bon, c'est quoi le train de vie de l'État par rapport à des dépenses qui sont considérables à côté? C'est dérisoire. Et en plus, c'est un peu contradictoire ce que vous dites tous les deux, et c'est très, très agréable à écouter, mais c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire il faut dépenser, mais en même temps, il faut pas taxer. Il faut pas dépenser. Bah si, il faut. Moi, je suis d'accord avec Alexis sur le fait qu'on a une usine une usine. On était très content de gagner autant de médailles aux Jeux Olympiques l'été dernier. On n'a plus les moyens. Non, mais c'est primordial. Partout. C'est primordial. Non, la santé, c'est l'image de la France. C'est l'image de la France. Et tu le sais. Tu le sais que l'image de la France est importante. Que quand la France va bien, quand les JO se passent bien, quand on gagne des médailles, les entreprises qui te sont chères, les entreprises qui te sont chères fonctionnent encore mieux. Et puis, d'autre part, bien sûr, et c'est pas important. Et aussi la retraite à 60 ans. Non mais la retraite à 60 ans. Je suis d'accord. On ne mettra pas d'accord. La retraite, il faut la taxer. Il ne faut pas taxer, il faut bosser. Non mais il faut bosser. Quand je dis taxer, t'as raison. Faut bosser et aller plus haut. On est très en retard sur tout, donc on va prendre encore du retard sur le fait qu'on va pas former nos sportifs, sur le fait qu'on va pas taxer les billets d'avion pour l'empreinte carbone. Non, mais on est à réduire sur des clopinettes. Bon, vous n'aurez pas le temps de réagir, hélas, Mathias, mais on se retrouve dans un instant tout de suite après les dernières informations. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter une actualité bien chargée entre la libération de 3 otages ce week-end et l'intronisation de Donald Trump aujourd'hui. Beaucoup de sujets avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube dans votre chaîne de débat politique Les Indécis, et puis tous les vendredis à 9h dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Alors Mathias, on continue notre tour de table. Vous, c'était un coup de gueule. On reste en France. Oui, un coup de gueule un peu politique sur la façon dont l'extrême droite a enterré Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire en grande pompe. Depuis des mois, voire depuis des années, on nous explique que l'extrême droite a changé, qu'elle est devenue respectable, qu'elle a fait le ménage, voire même qu'elle n'existe plus. Or, moi j'ai trouvé que s'il y a bien une chose que la mort de Jean-Marie Le Pen avait révélé, c'est que justement l'extrême droite n'a pas changé et qu'elle était toujours bien là à l'ancienne. Alors pour s'en rendre compte, il suffisait de regarder un peu un certain nombre de médias qui ont pleuré, qui ont célébré ce personnage, Jean-Marie Le Pen, qui était raciste, qui était homophobe, qui était misogyne et qui était antisémite. Et c'est justement en particulier sur ce dernier point, l'antisémitisme, que je veux appuyer, parce que ce dernier point me paraît montrer la forfaiture et l'imposture de l'extrême droite. Je m'explique. Depuis un certain nombre de mois, l'extrême droite, qui est si prompte à dénoncer le supposé antisémitisme de LFI, et j'en profite pour dire que je ne suis absolument pas LFiste, supposé, il y a discussion, c'est-à-dire qu'en tout cas, l'extrême droite a essentialisé en faisant un parallèle en disant LFiste égale antisémite. Bon, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu. Et qui est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que tous les LFI soient antisémites. Non, mais on ne peut pas globaliser. On ne peut pas dire tous. On ne peut pas dire tous, mais on peut. On a quand même quelques éléments sur des marches. Oui, sur des marches. Quand on se permet de faire justement des équations et d'essentialiser et d'en faire un argument massu, c'est-à-dire dire attention, ils sont antisémites.
on ne célèbre pas et on ne pleure pas la mort de quelqu'un qui était notoirement antisémite. Alors, ça m'amène à vous dire une chose, c'est que effectivement, Jean-Marie Le Pen est mort, mais ses idées, elles, sont toujours bien vivantes. Alors, une toute petite réaction. Je comprends ce que vous dites, je me suis posé la question beaucoup. Moi, j'ai d'abord été terriblement choquée qu'on crache sur la tombe d'un homme qui meurt. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, le fait de danser donc j'étais embêtée parce que j'étais pas du tout... je considère que Jean-Marie Le Pen avait des propos graves. Enfin bon. Je considère ensuite que oui, le RN a complètement changé. Ça veut pas dire que les gens... Mais non, attendez, c'est pas parce qu'il y a des gens qui étaient antisémites qui vont tout d'un coup plus l'être ou inversement. Parce que l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, c'est la question qui a été posée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de complaisance, si vous voulez, de la part. Il n'y a pas eu de voix discordante. Je me demande si ça n'a pas été un peu le contre-pied du début qui a été quand même terrible avec des feux d'artifice parce qu'il était mort. Ça, il faut même pas en parler de ces gens-là. Non, mais je crois que le contre-pied des journaux, c'était c'est 300 personnes sur la place de la République qui dansent et qui sont toujours les mêmes à faire des conneries. Et oui, enfin, les médias ont tellement repris ça aussi. Oui, mais parce qu'il faut alimenter. C'est donc les médias ont fait un peu marche arrière. Moi, je veux pas faire le débat des médias. C'est vrai. Mais juste simplement, moi, je suis un peu d'accord avec ce qui est dit et même je vais même aller plus loin. Je suis assez choqué du fait qu'on puisse dire que l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen à l'époque était un antisémitisme d'atmosphère. Non. Beaucoup de monde dit aujourd'hui dans les médias. Je peux vous le dire, j'ai eu des débats sur des plateaux où tout le monde vous dit que c'était pas le même antisémitisme, c'était un antisémitisme vieille France, que voilà, qu'on essaie. Enfin bon, c'était Vichy, quoi. Voilà, quand on reprend une forme de complaisance, comme s'il y avait un antisémitisme exactement. qui peut passer. Et il s'agit pas encore une fois, il s'agit pas d'insulter Jean-Marie Le Pen qui est mort. Il faut respecter les morts, mais il faut pas non plus l'encenser aujourd'hui parce que le Rassemblement national a sans doute changé et parce que le Rassemblement national maîtrise mieux sa communication politique qu'il y a plusieurs années. Quand vous voyez l'hommage qui a été rendu la semaine dernière, enfin c'est un exercice de communication politique hors norme. Les gens qui dérangent sont laissés dehors. Et puis vous avez Éric Ciotti qui est au premier rang. C'est quand même extraordinaire. Il y a 3 ans, vous auriez dit Éric Ciotti est au premier rang d'un hommage rendu à Jean-Marie Le Pen. Tout le monde serait monté sur ses grands chevaux. Vous avez des députés RN comme Jean-Philippe Tanguy ou d'autres qui se sont battus pour être au premier rang. Pareil, je mets ma main à couper qu'il y a 3 ans, ils n'auraient pas voulu entrer au bal. Voilà, donc il y a une forme de normalisation du Rassemblement national, mais qui n'excuse en rien l'antisémitisme notoire de Jean-Marie Le Pen. Il a été condamné. Il a été condamné. Il aura four crématoire. Bon. En résumé, le jour de l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, le vernis de respectabilité que Marine Le Pen Chine a posé depuis des années et des années a un tout petit peu craqué. Et on a revu sous le vernis le vieux Front National de Jean-Marie Le Pen, et c'est ça qui mais c'est les Français qui sont en jeu. Et moi, mais je comprends bien ce que vous dites. C'est plein de symboles, de représentants. Cela dit, la France est terriblement divisée, terriblement. Les discours pro-Hamas, les discours antisémites. Je veux dire, on sait plus du tout où retrouver ses bases. Les jeunes sont incroyablement pro-Hamas. Enfin, c'est compliqué. Hein. On va parler justement de la libération des otages, de ces 3 premiers otages. Alex Armand, c'est votre... Moi, c'est mon coup de cœur et mon coup de gueule en même temps. C'est mon coup de cœur parce qu'effectivement, c'est des belles images et ça fait du bien de découvrir hier avec le sourire. C'est horrible. Non, les images de libération sont magnifiques. Les images, effectivement, derrière de retrouvailles. Mais même la libération, il faut quand même y voir du positif, c'est qu'on libère des otages. Et 3 jeunes filles en l'occurrence hier, Émilie, Doron et Romy. Dans quel état 400, on va le voir. 470 jours, 15 mois de détention. Et donc je dis que oui, les images de retrouvailles que vous avez pu voir sur vos écrans. J'ai pas envie de les voir, ça sont magnifiques. Non, c'est pas indécent. C'est pas indécent de voir des familles se retrouver. Voilà. Vous trouvez ça indécent. Moi, je trouve que c'est important parce que ça apporte de l'espoir. On dit que 2025 doit être l'année de l'espoir. J'espère qu'elle le sera. Et dans le même temps, effectivement, c'est mon coup de gueule parce que c'est de la torture psychologique, parce que chaque semaine, vous allez attendre avec impatience la libération ou pas, et surtout parce qu'on a négocié avec des terroristes. La vérité, elle est là. C'est que parce qu'on en est obligé, parce que c'est aussi la vision du monde aujourd'hui, les Israéliens ont été obligés de négocier avec des terroristes, libérant 3000, c'est l'accord, 3000 terroristes, 3000 prisonniers palestiniens pour 90 vies. On nous répète depuis des mois et des mois qu'une vie vaut une vie. On a la preuve que non, une vie ne vaut pas une vie, et que tout le monde trouve ça limite normal, que certains disent c'est super, le président de la République en premier, que la guerre s'arrête pour les Gazaouis,
oui, et c'est vrai, c'est important que la guerre s'arrête, parce que c'est aussi des images terribles qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent de ruines dans les territoires de Gaza notamment, mais c'est aussi, ça serait bien qu'il le dise, le président de la République, très important que des otages soient libérés. Voilà, parce que aussi ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est que les Israéliens et plein d'habitants du monde, je l'espère avec eux, vont vivre la peur au ventre de savoir si des otages vont être libérés vivants ou morts. Intolérable. Voilà. On parle souvent du petit bébé du petit bébé Bibas. On dit qu'il a fêté ses 2 ans en détention à Gaza. C'est pas il a pas fêté. Non. On a fait son anniversaire malheureux et on sait même pas s'il est vivant, ce petit garçon. On sait le contraire de ce que vous disiez. Non, pourquoi ? Parce que là où vous avez raison, j'adhère à tout évidemment tout ce que vous dites. Je dis simplement que il ne faut pas donner ça à voir. Je pense que les médias qui se précipitent. Et puis on attend. Samedi, il va y en avoir 3. C'est un feuilleton médiatique. Je pense que quand on retrouve les siens, on doit respecter l'intimité de gens qui retrouvent. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas se réjouir pour les images. Mère qui sert. Mais non, c'est scandaleux. C'est du voyeurisme. Non. Moi, je ne trouve pas. Ouais. C'est pour eux que je dis ça. Alors, la première chose, effectivement, s'ils ne voulaient pas, ils n'accepteraient pas les caméras. On peut le faire dans l'intimité. On ne peut que se réjouir de la libération de ces otages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je partage avec Sophie, c'est qu'il y a quelque chose d'indécent dans le feuilletonnage et dans la couverture médiatique qui va y avoir de ce feuilleton. Moi, je trouve ça très gênant. Et vraiment, elle est imposée, en fait. La presse est là pour rendre compte de faits. Mais on est là, on brode, on sent qu'on a fait des caisses. Et il y a derrière, il y a de la détresse. On ne sait pas en plus comment ces otages vont revenir. Donc il y a quelque chose de moi que je trouve très gênant. Et puis après, je trouve que cet accord pose énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Moi, j'ai été très choqué, par exemple, de voir les images de ces soldats. Alors, je ne sais pas s'il faut les appeler ces soldats ou c'est du Hamas qui sont là, ces combattants, oui, qui sont avec des kalachnikovs, qui paradent. Exactement. Donc, ça veut dire quoi ? Où est la victoire d'Israël qu'on nous a tant vantée ? Ça, je ne comprends pas. Et effectivement, en quoi cet accord, d'ailleurs, ça fait débat en Israël, puisque le ministre israélien de la Sécurité nationale est extrêmement hostile à cet accord, et je crois même qu'il est sorti de la coalition de Netanyahou. On libère, alors je ne sais pas les chiffres, moi j'ai lu 737, après j'ai lu 1800 prisonniers palestiniens pour effectivement un nombre d'otages qui est bien moindre. Là pareil, est-ce que c'est une victoire d'Israël ? Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est très opaque. C'est-à-dire que 3 otages contre 90 prisonniers, et juste, je vous donne le pédigré de certains d'entre eux. Ahmad Barghouti, proche de Marwan Barghouti, condamné à 13 peines de prison pour avoir dirigé une machine à tuer responsable de 12 morts israéliens dans un attentat suicide, en particulier le Seafood Market. Il y a Wael Kassem, membre de la cellule Silwan. Enfin, ce sont des gens qui ont tué, qui ont du sang sur les mains. Ils vont être expulsés. Et justement, Valérie, ça ne renforce... Quelque part, ça ne renforce que l'indécence du spectacle qui est donné à cette... On se demande si c'est une mascarade. Et se réjouir. Alexis Poulain. Alexis Bachelet, pardon. Alexis Bachelet. Bon. D'abord, évidemment, on ne peut que se réjouir de la libération des otages et on sera soulagé quand tous les otages seront libérés. Malheureusement, il y a des otages qui sont décédés en captivité. On doit aussi se réjouir de l'arrêt des bombardements, parce qu'une vie palestinienne vaut une vie israélienne, et donc ça veut dire qu'on peut espérer que le carnage s'arrête. Néanmoins, cet accord, il faut rappeler qu'il est sur la table depuis 6 mois, que c'est le gouvernement Netanyahou, en raison de cette division, et notamment du blocage de l'extrême droite religieuse qui refusait, qui a tout fait pour que cet accord n'ait pas lieu, et il le refuse encore aujourd'hui pour certains de leurs composants. C'est parce que Netanyahou a élargi sa majorité à une composante parlementaire qu'il a pu dégager cet accord, et on a donc perdu 6 mois. Peut-être il y a 6 mois, les otages auraient pu être libérés, et peut-être certains seraient encore en vie, donc on peut quand même aussi rappeler ça. Et puis on peut rappeler aussi que le gouvernement israélien avait promis l'éradication du Hamas, et le constat que tout le monde a fait en voyant les images, c'est que, et on peut le regretter pour les Israéliens et pour l'avenir, mais aussi pour les Palestiniens qui vont continuer à Gaza à probablement vivre sous le joug du Hamas, mais le Hamas n'est pas vaincu. Voilà, le Hamas existe encore, et donc ça renvoie derrière, effectivement ça ouvre une pléthore de questions. Tas de questions
sûr. Est-ce qu'effectivement, on va poursuivre la lutte armée des deux côtés, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres morts, d'autres drames, ou est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un, notamment du côté d'israélien, mais aussi côté palestinien, mais peut-être plus côté israélien, va dire que le processus de paix doit être réanimé, qu'il n'y aura pas de paix durable dans cette région tant qu'il n'y aura pas d'accord, quel que soit, je veux dire, le partenaire, au sens où il y a 40 ans, l'OLP était infréquentable. Donc voilà, à un moment donné, le processus d'Oslo s'est construit avec l'OLP. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlons d'Israël, de la libération des trois otages en essence, des 90 prisonniers avec un accord et une trêve qui peut sauter à tout instant. Vous vouliez réagir à ce qu'on disait précédemment? Il y a une autre question qui se pose, qu'on évoquait hors antenne à l'instant, c'est quel rôle a joué Trump dans la libération de ces otages et dans le timing de ces otages. Parce qu'il y a une chose très étrange, c'est que Netanyahou remercie Donald Trump avant même de remercier Biden. Or, effectivement, cet accord est dans les tiroirs depuis 6 mois, donc c'est l'administration Biden qui l'a travaillé et qui l'a mis en place. Et tout d'un coup, Trump arrive et dit « Regardez, voilà, grâce à moi, hop, en 2 coups de cuillère à peau, le problème est réglé. » Et ça pose une vraie question de savoir quels sont le dessous des cartes, quel rôle a joué Trump et quelles sont les influences. Est-ce qu'il y a un accord entre Trump et Netanyahou? Moi, je serais curieux d'avoir la réponse à ces questions-là. Alex, Normand. Juste, on va en parler. Effectivement, Donald Trump, avec son investiture aujourd'hui, c'est un beau coup politique pour lui, mais moi, je suis assez surpris quand même de vos propos sur le plateau ce matin. Excusez-moi, je vous le dis très simplement. On a encore 2 otages français qui sont détenus à Gaza. Et on est en train de se dire, est-ce qu'il fallait échanger? Est-ce que c'est un bon accord? Est-ce qu'il faut montrer les images et tout? Mais excusez-moi, mais moi je ne me souhaite jamais de la vie d'avoir un proche qui soit enfermé détenu à Gaza. Non mais juste, je vous dis 470 jours et que sur des plateaux télé, des assassins qui vont recommencer. Laissez-moi finir. Et que sur des plateaux télé ou des plateaux radio, des gens puissent dire, est-ce qu'il fallait négocier? Malheureusement, c'est le quotidien d'Israël. C'est le quotidien d'Israël de devoir libérer des milliers de terroristes et personne ne s'en émeut. C'est pas sur le fait de négocier. Mais Alex, on a dit l'inverse. Négocier l'accord, il aurait pu être mis en œuvre il y a 6 mois. Mais c'est pas vrai, parce qu'en face, vous avez des terroristes. Il faut arrêter de dire que c'est que de la faute de l'État d'Israël. Je comprends pas, t'es paradoxal, parce qu'il fallait faire l'accord ou pas? Mais il fallait un accord. Mais c'est pas que de la faute de dire c'est Netanyahou qui a retenu l'accord depuis 6 mois avec Donald Trump parce que ça pouvait être un coup politique pour Donald Trump. Vous avez des terroristes. C'est pas l'accord qui est en cause ici, c'est la communication autour de l'accord. C'est l'accord. Vous croyez vraiment que les Israéliens on instrumentalise cet accord? Mais vous croyez vraiment que les Israéliens ont retenu l'accord depuis 6 mois ou 1 an pour pouvoir faire profiter Donald Trump? Enfin, franchement, je veux bien, mais dans ces cas-là, on exempte de tout reproche. On exempte de tout reproche le mouvement terroriste en face, qui est un mouvement, je le répète, terroriste, qui a tué des milliers de personnes, y compris au sein de la population palestinienne, et on en parle très peu, d'accord, qui appelle à tuer et à mettre fin à l'État d'Israël parce que c'est un État juif. La réalité, elle est là, et donc par conséquent, on a l'impression que le seul responsable ou les seuls responsables, ce seraient les Américains, l'Occident, Israël, qui aurait ralenti tout ça. Mais c'est atroce, Alex, de penser ça. Absolument pas, puisque on est les premiers ici à dire, c'est quand même étonnant, et voir ces soldats du Hamas encore aujourd'hui. Mais vous avez vu les images au-dessus? Plastronnées. Est-ce que vous, parce qu'on voit les images. Mais moi, je vous engage à aller voir les images du dessus. C'est inquiétant. Les images de drones. Il y a des images de drones qui ont été faites par la sécurité israélienne. C'est inquiétant. Non mais les images de drones, vous avez personne autour de ces soldats. Bien évidemment, et on le sait, c'est notre métier, la communication et la vidéo. Vous faites ce que vous voulez dire à des images qui sont de pleine face, avec un monopode. C'est ce qu'on reproche. D'accord. Mais donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que comme tout à l'heure. Bien évidemment, mais comme tous les mouvements terroristes, Al-Qaïda, vous savez qu'il existe encore. Et malgré tout ce qu'on a voulu nous faire croire pendant des années, où on avait réussi à assassiner et à tuer le mouvement terroriste, il existe encore. Vous avez 20, 25 000, 30 000 combattants terroristes du Hamas qui ont été tués. Vous avez des milliers de personnes aussi dans la population, malheureusement, dans cette guerre, civiles, qui ont été assassinés. Ils vont être remplacés, très bien, mais pas du niveau de ces terroristes qui ont été tués. Même s'il s'agit juste de 30 gars et que si on a une vue aérienne, on s'aperçoit qu'il y a pas... En termes de com, en termes d'image, le message qui est envoyé, c'est on est encore là, on est toujours là. Et ça, c'est désastreux. C'est désastreux. C'est désastreux pour tous les mouvements qui pourraient se rattacher, se raccorder à cette mouvance. Oui, bien sûr.
Ça, j'ai pas. Enfin, la situation actuelle n'est satisfaisante en rien. En fait, la réalité, elle est en rien satisfaisante. Pour les otages. Pour les Oui, otages. non, mais évidemment. Et Non, mais les attendez, populations civiles, tout le elles arrêtent monde des bombardements. rêve de voir ces otages retrouver leur famille. Mais je ne pense pas qu'il faille en faire un spectacle. Mais je pourquoi pense est-ce qu'il n'y a pas eu un meilleur accord? C'est-à-dire, quand on a trois Mais t'as otages. vu les forces en présence? Valérie, on le sait, je vous disais tout à l'heure, la politique israélienne, c'est il faut ramener, quoi qu'il arrive, Oui. les habitants. Mais il aurait pu y avoir. Vivants. Oui, mais 3 contre 90. Oui, mais vous vous rappelez Gilad Shalit à l'époque? Bien Il faut se poser une Un autre soldat question. contre 3000 prisonniers. Valérie, Voilà. il faut se poser une autre question, qui est une question qu'on ne se posera pas, mais pourquoi il y a eu un changement de pied du gouvernement Netanyahou? Ils ont commencé à couper Gaza en deux, et on avait compris que l'armée israélienne envisageait de continuer à occuper durablement une partie de Gaza. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Trump. Moi, je pense que ce qui s'est passé, non, c'est que ça coûte une fortune. D'abord, il faut maintenir. C'est des réservistes. Là, les soldats mobilisés, c'est des Israéliens, c'est des gens. Ils sont pas tous soldats de métier. C'est la société israélienne qu'on a embrigadée et qu'on a obligée à lancer cette campagne punitive dans la durée. Au bout d'un moment, la société israélienne, elle est épuisée. Ça coûte une fortune et c'est financé par les Américains. Donc, si les Américains effectivement coupent les vivres, l'économie israélienne s'effondre. Donc à un moment donné, c'est les Américains qui détiennent les clés et qui ont dit à Netanyahou, ça ne va pas se passer comme ça. Tu ne vas pas continuer à raser Gaza, tu ne vas pas occuper Gaza, tu vas te retirer et puis tu vas négocier un accord pour libérer les otages. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a deux choses. Alors on ne sait pas les sous-écarts, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Ils ne sont pas embrigadés, la société israélienne. Ils savent malheureusement qu'ils doivent envoyer leurs enfants tous les jours. Ils le sont savent. de moins en moins d'accord. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, même les religieux vont y aller. Service militaire, c'est 3 ans. Service militaire obligatoire, ils savent qu'ils sont obligés de le faire une société pour se qui est défendre. militarisée. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose qu'on oublie depuis tout à l'heure sur le bilan de cette guerre. Enfin, je veux bien qu'on dise qu'Israël a perdu, mais Israël. On n'a pas dit ça. Ok, On n'a jamais dit que ça. l'image, que l'accord n'est pas bon, que l'accord n'est pas bon. Mais Israël, aujourd'hui, avec son résultat de guerre, il se retrouve avec quoi? Il a tué les têtes pensantes du Hezbollah au Liban. Oui. Elles ont toutes été tuées. Il a tué les têtes 30 ans qu'ils pensantes. font ça. Non, mais non, attends, parce que là, il y avait Hassan Nasrallah. Les responsables du Hamas et de Hezbollah, ça fait 30 ans qu'Israël coupe les têtes. C'est ce qu'ils voulaient Et faire. ça repousse toujours. Pareil sur le Hamas. Ah oui, pardon. Non, mais pareil sur le Hamas. Ils ont tué les têtes Cheikh pensantes Yassine, c'était en dans les allant années jusqu'en 90. Iran. Et ils ont redessiné. En tout cas, le Mais c'est début, vrai aussi. les contours, C'est vrai. C'est vrai aussi. La d'un nouvel Syrie est tombée. Oui. Donc Pourquoi, par conséquent, pourquoi le ministre israélien de la sécurité nationale sort de la coalition tu as lu quand même les propos en bien disant sûr. qu'il n'empêcherait pas Netanyahou de gouverner et qu'il ne déposerait pas, comme ça existe en France, une motion de censure le cas échéant. Oui, mais Parce qu'il fallait qu'il existe. Il le Voilà, déjuge c'est quand ça. même. Petite précision, quelqu'un, ça fait beaucoup réagir, a dit les soldats du Hamas. C'est pas des soldats. Notre ami Philippe David me dit un soldat attends. respecte les lois de la guerre et ne cible pas c'est les pour ça que moi, civils. c'est moi qui ai dit ça. J'ai un été autre me précautionneux dit, en disant que je ne savais pas comment il fallait les appeler. les hein, combattants, bien évidemment, les combattants ou les terroristes. Mais il faut bien préciser ça, parce que ça, c'est hors norme, ce type de guerre. Oui, merci de me donner l'occasion de préciser. Oui. Je veux pas laisser entendre que le Hamas Non. est une armée et On a une bien armée compris. régulière et encore moins un mouvement ce sont pas de des soldats. résistance Faut faire comme ça peut être attention, qualifié. Soyons très Attention clairs. aux mots et peut-être citer le tweet de Thomas Porte qui estime qu'il y a quand même une injustice. Alors attendez, il faut juste que je le Qu'on retrouve. ne considère pas les Voilà. prisonniers comme les otages et qu'on ne montre pas leurs photos. Pas une image, pas un mot de prisonniers politiques palestiniens libérés hier, majoritairement des femmes et des enfants après des mois de détention administrative, sans procès, sans charge signifiée. Les vies n'ont pas la même valeur pour les médias français. J'en ai cité, il y en a 10 avec leur pédigré. Je suis pas sûr qu'ils méritent ceux-là qui ont tué, qui ont du sang sur les mains. Il n'y a aucun enfant. Il y a une femme, effectivement, qu'on voit retrouver sa fille et qui pleure. Ça pose quand même un problème d'information. Moi, je veux pas relayer la parole de Monsieur Porte, mais on ne couvre qu'une partie des libérations. Bien sûr. Et donc, pourquoi on ne couvre qu'une partie des libérations? Pourquoi, effectivement, on n'a rien vu de l'autre côté? Ça peut être une information aussi. Or, on ne l'a pas, cette information. On n'a pas vu comment s'est passé l'autre versant des libérations. Pourquoi? Bonne question. Parce que c'est des prisonniers palestiniens. D'abord, les images, elles existent. Vous pouvez. Non, c'est des prisonniers. Vous pouvez les trouver. Je pense que vous pouvez trouver les images. Elles ont été même diffusées. dans la couverture du conflit, on a
je crois, la couverture des médias. Et d'ailleurs, je vais te dire, même en Israël, parce que j'en discutais avec Charles Anderlin il n'y a pas très longtemps, il me disait, en Israël, on n'a jamais vu quasiment à la télévision nationale, dans les médias israéliens, aucune image de ce qui se passait à Gaza. Pourquoi chez les Palestiniens ou au Qatar ou dans les pays, après, pays on a vu ces images-là. Il y a Al Jazeera, etc. Il y a une invisibilisation quand même de ce qui se passe. On va passer à un autre sujet très consensuel, Donald Trump. Voilà, très bien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Trump, 47e président des États-Unis. Et Étienne Lénard nous a donné une information intéressante, c'est que d'habitude c'est à 18h la passation, enfin l'intronisation, si je puis dire. Et là, ce sera à 17h47. Parce qu'il est le 47e président des États-Unis. Voilà. Donc 17h47 heure américaine, ça nous fera du 16h. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est à partir de. Non, les télévisions prennent à partir de 16h, mais ce sera. Donc on va gloser pendant 2 heures. Pardon ? Oui, on va gloser pendant 2 heures. Donald Trump, hier soir, qui s'est exprimé dans un discours face à ses fans, à ses électeurs. Vous l'avez regardé Non, je ne l'ai pas regardé, mais par contre, j'ai vu les images. C'est assez lunaire. Oui, Alexis l'a vu, moi aussi je l'ai vu, ça a laissé une drôle d'impression d'être un peu dans un film de science-fiction. Plusieurs personnes faisaient référence à ça. En fait... Moi, ça fait longtemps, surtout avec l'irruption d'Elon Musk dans le paysage, on a vraiment l'impression d'avoir affaire au méchant de James Bond. Ouais. C'est un espèce de mégalomane, ivre de pouvoir, et qui est prêt à tout, en fait, à tout pour reprendre le pouvoir. Et aujourd'hui, pour l'exercer, moi, je trouve que Trump n'a pas fait un discours de quelqu'un qui a gagné une élection. Il a fait... un discours de quelqu'un de tyrannique qui veut exercer le pouvoir de manière absolue, qui a atteint le pouvoir suprême à nouveau, mais qui, en fait, semble dire la première fois, j'étais pas prêt, j'avais pas la main sur l'administration, j'avais pas la main sur l'armée, j'avais pas la main sur les services secrets, j'avais pas la main sur la police, j'avais pas la main sur tous les leviers du pouvoir, donc j'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire de mon projet, notamment le renvoi de tous les immigrés, etc., chasser les transgenres, enfin je sais pas, s'en prendre à tous ces ennemis de l'intérieur. Et en fait, moi j'ai trouvé ce discours effrayant. Parce que normalement, quelqu'un qui gagne une élection démocratique dans un pays démocratique, il se dit bon, j'ai gagné, je rassemble mon pays, et c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Biden il y a 4 ans. Il avait tendu la main aux républicains, lancé un appel à se rassembler pour redresser le pays, etc. Et Trump a fait tout l'inverse. Il est revenu dans toutes ses obsessions sur les ennemis de l'intérieur, sur les immigrés responsables de tous les maux du pays, sur les guerres commerciales qu'il faut ouvrir, etc., etc. Et sans aucun filtre. Et donc, moi, je me dis, on a affaire à un apprenti tyran. La dernière fois, il n'a pas réussi son coup. Il a reparlé des fraudes. Il a dit, on m'a volé l'élection la dernière fois, et cette fois-ci, on a gagné parce qu'on a réussi à prévenir les fraudes, etc. Donc, il est dans toute sa paranoïa. Et donc, moi je dis, accrochez vos ceintures, parce que maintenant, effectivement, il a mis une administration à sa botte. Et je pense que ça va être autre chose que ce qu'on a vu il y a 4 ans. C'est ce que disait Étienne Lénard tout à l'heure, c'est que à la différence de son précédent mandat, il a autour de lui des gens qui lui sont loyaux et qui feront ce qu'il a demandé. Alors qu'il avait il rappelait cet épisode sélectionné sur ce critère. Cet épisode où il avait demandé au secrétaire d'État spécialiste de l'intérieur de tirer dans les jambes de manifestants. Il lui avait dit non, je ne le ferai pas. On a posé la question au nouveau secrétaire d'État qui a dit oui, je le ferai parce que Donald Trump me l'a demandé. Donc après, il risque d'être confronté au principe de réalité et au contre-pouvoir américain. Vous l'avez regardé, vous, hier, ou pas, je l'ai regardé partiellement, et c'est pareil, je partage ce que dit Alexis. Moi, je l'ai trouvé extrêmement revanchard. J'avais l'impression que la campagne continuait, en fait, et que c'était pas du tout un discours de président. Alors, ça va, il changera peut-être dans les semaines à venir, mais personnellement, j'en doute. Et effectivement, quand quelqu'un est élu, normalement, il a un discours de concorde et de rassemblement. Et là, on n'avait pas du tout ça. On avait l'impression, effectivement, qu'il continuait à partir en guerre contre tout ce qui ne lui ressemble pas. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve dingue chez Donald Trump, c'est qu'en fait, il faudrait que l'Amérique ait
si j'ose dire, Dieu sait que l'Amérique est une composite extrêmement hétéroclite. Une mosaïque, ouais. Il faudrait que tous les Américains et toute l'Amérique lui ressemblent et qu'il fera la guerre à tous qui ne lui ressemblent pas. En même temps, vous semblez oublier qu'il a été élu Non, mais je ne l'oublie pas. Très largement et par des gens dont on n'attendait pas à ce qu'ils votent pour lui, comme les latinos et autres. C'est vrai, et qu'il y a une sorte de ras-le-bol de ce wokisme. Je ne discute pas, d'autant plus qu'il a été élu et qu'il a été élu confortablement, quoi. Donc je discute absolument pas la légitimité de son élection. Donc ce discours était normal, dans la normal, cohérence. concernant Donald Trump, c'est difficile. Enfin oui, normal pour Trump, mais moi j'ai du mal à coller le mot normal à Donald Trump, si vous voulez, parce que ce qu'on entend est quand même inquiétant, parce qu'on a quand même l'impression de quelqu'un qui est en roue libre totale et qui est livré à sa toute-puissance. Or, sa toute-puissance, c'est celle de la présidence des États-Unis. C'est vrai, mais il a la première puissance du monde. Ouais, alors d'abord, il a repris des points même depuis qu'il est élu, ce qui est encore plus inquiétant, mais j'ai envie de dire que... Inquiétant pour vous. Non, ce qui est inquiétant, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que justement... on ne sait pas. Peut-être que, étant président, il va changer d'attitude parce que la fonction crée l'homme. Voilà, fait espérer quand même. Ensuite de ça, ce type, on a tous un peu la même sensation que non pas les Américains. Son premier mandat a été très apprécié dans différents domaines. Il faut le dire quand même. La preuve, c'est qu'il a été réélu. Et ensuite, on peut espérer que, avec des personnalités comme, je sais pas, face à Poutine, face à Netanyahou et aux autres, qui sont tous quand même des dirigeants presque plus proches des dictateurs que d'autres choses, on peut espérer qu'il peut arriver à quelque chose. Moi, je constate juste une chose, c'est qu'il y a eu peut-être un mauvais accord, mais pour l'instant, il y a eu une trêve et c'est Trump. Et donc, je veux espérer. Il sera suffisamment... une chose, c'est qu'il ne connaît que le rapport de force. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. En termes de négociation, c'est pas un rapport de force, excusez-moi. En termes de négociation, les rapports de force en ce moment, c'est quand même dominant. Sauf que, par exemple, l'attitude qu'il a vis-à-vis du Canada ou du Mexique, mais alors, il y a une grande différence. Mais c'est pas fait encore. Puis il y a une grande différence, c'est que ce rapport de force dont tu parles, et tu as raison, là il y a un rapport de force. Moi, Trump, c'est pas ma tasse de thé, je vous le dis honnêtement. Moi non plus, mais bon. Mais le rapport de force dont tu parles là, c'est parce qu'il est plus tout seul. Moi, on m'a dit pendant des mois que son vice-président c'était Vance. Moi, j'ai l'impression que son vice-président aujourd'hui c'est Elon Musk. Oui, exactement. Il y a d'autres choses qui se jouent en réalité. Qui a fait un discours très bizarre d'ailleurs. Qui était chaotique. Mais c'est plus politique. C'est plus politique. Ce qui joue aujourd'hui, c'est business. Voilà, c'est business, c'est influence. C'est ce qu'on évoquait. Le mettre de côté. Parce qu'un chef d'entreprise qui est à la fois. C'est vrai, il y a une sorte de conflit d'affaires. Là, je vois que Giorgia Meloni reprend le MAGA, donc Make America Great Again, en disant Make Europe Great Again. Le méga et le président argentin aussi. Voilà, Giorgia Meloni, que vous citez, première ministre de l'Italie, ou Javier Milei, président argentin, ont été invités à la cérémonie d'investiture seul, mais Emmanuel Macron n'a pas été invité. C'est quand même un message aussi à faire passer. Alors, et quant à dire que toute l'extrême droite française la plus radicale n'a pas été invité. Ils ont été, mais ils ont reçu des cartons d'invitation. Ouais, c'est ça. Ils ont reçu des cartons d'invitation. Ils y sont parce qu'ils s'y reconnaissent. Oui, mais très bien. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que certains chefs d'État ont été invités, et c'est pas le cas du président de la République française Emmanuel Macron. Simplement pour dire, je sais pas, je le fais remarquer. Aucun chef d'État. C'est pas la tradition américaine. Oui, mais là, au moment de l'investiture, c'est quelque chose de national. On n'invite pas. Là, c'est nouveau. Là, on est dans le spectacle. C'est pas un règne. On se met dans le spectacle. Oui, mais il y a quelques semaines, on voyait quand même Donald Trump et Elon Musk débarquer à Paris pour l'inauguration du nouveau Notre-Dame. Enfin, débarquer, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas arriver à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame. Ils ont été invités. On aurait pu penser qu'Emmanuel Macron puisse être invité à cette cérémonie. Il a raison, c'est pas un couronnement, ça s'invite pas. D'accord, très bien, il l'a fait pour d'autres. On débat avec l'eau là-dessus, mais juste pour répondre sur la question de l'hyper-présidentialisation et sur le fait qu'il soit en campagne hier. Donald Trump est un candidat ou un président qui est en campagne permanente. Il l'avait fait il y a 4 ans. Il fait plus de meetings, à mon avis, que de décisions politiques, premièrement. Et deuxièmement, moi, ce qui m'a choqué, je vais vous dire autre chose. Ce qui m'a choqué, ce qui m'a gêné, ce qui m'a dérangé, c'est il y a quand même Los Angeles en ce moment.
Ouais. Personne n'en parle. La Californie qui est sous les flammes, où il y a eu des maisons qui ont disparu, des morts qui sous les flammes. Et on a l'impression hier sur cette soirée c'est pas grave, c'est des démocrates. de meeting. Ouais, mais c'est un peu ça. Sur cette soirée de meeting et cette cérémonie d'investiture. Il a dit on va reconstruire la Californie. Oui, mais bon, on aurait pu avoir un peu moins de faste, vous voyez, un peu moins de paillettes dans une période. C'est l'Amérique. Oui, mais qui est un entre-deux. Et c'est un drame ce qui se passe aujourd'hui en Californie. Et on en parle très très peu. J'ose espérer que ça soit quand même dans le discours tout à l'heure d'investiture qui sera pour la première fois depuis longtemps dans un intérieur. Ça, il faut le dire, et c'est un peu différent. Tu as raison, Alex, mais ce qui se passe à Los Angeles, c'est intéressant parce que on a vu que l'administration républicaine, et notamment le président de la Chambre, a dit, en gros, on aidera peut-être la Californie à se reconstruire. Ça dépendra, il y aura des conditions, parce que Trump a accusé les démocrates d'être responsables. En fait, ce qui est fascinant, c'est que tout est antagonisé, tout est conflictualisé, il n'y a plus aucun sujet, même un incendie, mais dans une le monde entier, une catastrophe naturelle. Il y aura un tremblement de terre, tu vois, c'est limite, il y aura un tremblement de terre, je dirais, c'est la faute des démocrates. Ça revient à l'idée de business, c'est-à-dire que tout est pensé en termes de gains-pertes. Voilà. Et qu'est-ce qui peut gagner? Pas forcément. Et donc la démocratie, dans le monde entier. Je pense que la démocratie ne peut pas survivre si on antagonise tout, si on conflictualise tout le temps. À un moment donné, là, on est passé dans autre chose. Alors, moi, je ne dis pas que Trump va installer une espèce de dictature, un despotisme éclairé. Je n'en sais rien. Je ne le souhaite pas, mais au final, moi, je trouve que ça ressemble, si tu veux, aux années 30 de ce point de vue-là. Il y a une espèce d'hystérisation, il y a une espèce de conflictualisation et une polarisation des sociétés. Et cette polarisation, elle nous guette. Un mot sur la démocratie. Un mot sur la démocratie. Ce qui est terrible, c'est que quand il parle d'annexer le Groenland ou peu importe, mais ce qui est intéressant là-dedans, il le dit quand même. Oui, non mais bien sûr. Il va pas le faire, mais c'est que maintenant. En disant ça, il légitime toutes les agressions. Il légitime la Russie qui agresse. Voilà. Parce que maintenant, il n'y a plus, depuis 1600 et quelques, il n'y a plus cette règle. On a le droit d'agresser. Si, à partir du moment où il veut récupérer le Groenland ou le Canada, ça veut dire que tous les pays sont légitimes à attaquer les autres. Et ça, je trouve que c'est très grave. C'est l'ordre international et le droit international. Ouais. C'est-à-dire que Trump ne connaît que les rapports unilatéraux fondés sur des rapports de force. Et ça risque de déstabiliser quand même. Après, il faut quand même dire quelque chose. Il a été réélu largement. Il a 20 points d'opinion favorable depuis l'élection de novembre dernier. Rappelez-vous quand même qu'entre 2016 et 2020, lorsqu'il a été président des États-Unis, les États-Unis n'ont pas fait... Non, je dis pas que c'était bien. C'est que les États-Unis n'ont pas fait la guerre. Et ça, les Américains, ils s'en rappellent, ils en ont marre de la guerre aussi. Donc, ça veut dire qu'ils parlent d'une certaine manière aux Américains. Donc, nous, on est là. C'est pas notre tasse de thé parce qu'on est européens, qu'on n'est pas américains. Mais en fait, on n'a aucune leçon à donner à ces Américains. Non, mais il s'agit pas de dire que c'est mauvais. On n'en sait rien, en réalité. Non, mais c'est mauvais au sens où l'Europe n'est pas prête pour l'instant, à faire sans les États-Unis. Si on avait une armée européenne, si on avait des budgets de défense, on n'aurait pas à craindre de la Russie ou même de la Chine. Le problème, c'est qu'en fait, les États-Unis ont été pendant des années nos protecteurs, disons-le comme ça. Il y a l'OTAN qui existe toujours. Aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est la fin en fait de l'ordre international issu de 1945, mais aussi peut-être la fin de l'OTAN et donc d'une couverture systématique. Après, on verra si Donald Trump est juste dans la négociation qui veut forcer les Américains à payer un peu plus pour leur défense, auquel cas, si j'ai envie de dire, il est dans la transaction, ou s'il ira plus loin. C'est-à-dire qu'on va voir comment il traite l'Ukraine. S'il lâche l'Ukraine, ça veut dire qu'il lâche l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, derrière l'Ukraine, c'est nous. Si demain, il négocie avec Xi Jinping et qu'en gros, il lâche Taïwan, ça risque pas, on n'est pas. Peut-être qu'il obtiendra quelque chose, mais il lâchera Taïwan. Donc ça veut dire que la parole des Américains... Il obtiendra en échange. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut obtenir en échange. S'il doit lâcher Taïwan pour un gain, il lâchera Taïwan. Et pour te répondre, Alex, qui est l'usine du monde des microprocesseurs. L'Amérique se retire du monde et ne fait plus la guerre. Mais en faisant ça, ça peut déclencher d'autres conflits et ça peut ouvrir la porte à des pays comme la Chine et la Russie qui disent OK, les Américains se retirent du jeu, on y va. Ça pourrait aussi bien se passer. Allez, on va dire que ça pourrait aussi pas mal se passer. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Ça passera vite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va un petit peu varier de programme. Je voudrais qu'on parle de X, Twitter. Oui. Faut-il quitter X? Alors je voudrais faire un coup de cœur pour notre ami Frédéric Fougera qui vient ici régulièrement et qui a fait un tweet que je vous encourage à aller voir, dans lequel il explique pourquoi il reste sur Twitter, pourquoi il reste sur X, parce qu'on dit X, on a du mal à se faire à X. Il dit X, je quitte X, c'est un débat qui tente d'imposer certains politiciens, d'imposer certains politiciens ce que je ne suis pas. Je ne fais pas de politique, je n'agis pas sur injonction, je n'abandonne pas X pour ne pas abandonner mes communautés, etc., etc. Et c'est vrai que alors lisez le tweet parce qu'il est assez long, mais diversifier sa présence, oui, pourquoi pas, mais on reste sur X. On a Marine Tondelier ce matin. Rappeler, Valérie, pourquoi il est question il est question de X en ce moment à cause d'Elon Musk, puisqu'Elon Musk est le propriétaire de X. Alors il y a aussi une semaine, j'ai vu pas mal de mes amis sur Instagram qui ont dit je n'irai ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur pendant une semaine. C'est ce que j'appelle les résistants. Le dry élection de Donald Trump, donc pour protester. Donc ce sont des résistants de salon qui pensent qu'en se retirant, Donald Trump va beaucoup leur profil en plus. Et Elon Musk vont trembler sur leur base. Donc pourquoi quitter X? Faut-il quitter X? Vous y êtes toujours, Alexis? Oui, j'y suis toujours. Et j'y resterai pour plein de raisons. Je dois avouer que je pense que je comprends les raisons pour lesquelles certains femmes et hommes politiques se retirent, et plutôt des gens de gauche d'ailleurs, si j'en crois les gens qui l'annoncent avec parfois qui le réitèrent, parce qu'il y a des gens qui le disent plusieurs fois et qui sont toujours c'est aussi un moyen de faire parler de soi. Mais si on met ça de côté, je pense qu'il y a une énorme frustration de constater qu'effectivement ce réseau social, notamment moi aujourd'hui dans ma timeline, alors je pourrais le bloquer, mais je le bloque pas parce que ça m'intéresse de suivre ce qu'il raconte, mais systématiquement quand j'ouvre X, je tombe sur Elon Musk ou Donald Trump. Donc il y a un système, il y a un système algorithmique qui favorise certains profils, voilà. Donc je suis pas dupe, moi je suis pas dupe, mais comme je m'intéresse à la vie politique nationale, internationale, je regarde ce que dit Elon Musk, je regarde ce que disent d'autres gens. Moi, ce qui m'intéresse sur X, c'est que c'est quand même une mine d'informations. On peut avoir accès aussi à des écrivains, à des intellectuels. Enfin, il n'y a pas que d'affreux fachos, des extrémistes. Il y a effectivement, je pense, une surreprésentation d'opinions extrémistes. Et qui fait du buzz. Et donc c'est agaçant quand on est des gens comme moi, plutôt modérés, plutôt avec certaines valeurs de gauche, etc. C'est vrai que parfois on est agacé. Et donc une des réactions, ça peut être de se dire, puisque j'aime pas ce que j'y vois dans ce réseau social, moi je bloque quand je suis pas contente. Et en fait, sauf que je pense que c'est une erreur au sens où c'est pas parce que on ferme la télé qu'il se passe plus rien dans le monde. Absolument. Et donc c'est pas en boycottant ce média-là et en ne regardant plus ce qui s'y passe, même si ça nous plaît pas, que ça va changer quelque chose au réel. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on en parlait à propos de la réélection de Donald Trump, il y a une polarisation des sociétés. On a une extrémisation d'un côté comme de l'autre. Il y a des radicalités qui s'expriment dans toutes les sociétés. La liberté d'expression. Et j'ai envie de dire que ces radicalités-là, elles sont comme un poisson dans l'eau sur les réseaux sociaux. Mais si on devait quitter X, honnêtement, il faudrait aussi quitter les autres. Il faut aussi quitter Meta, il faut aussi quitter Facebook. C'est un débat que j'ai eu avec des amis élus dans ma commune qui disent il faut qu'on quitte X. Mais j'ai dit, mais vous avez vu les dernières positions de Mark Zuckerberg? Si vous êtes sur les valeurs, si vous voulez plus partager quelque chose avec ces gens-là qui tournent le dos à vos valeurs, il faut arrêter tout. Et si on arrête tout, on se coupe quand même de pas mal de choses. Bien sûr. Ce matin, Raphaël Glucksmann, donc sur Sud Radio, a annoncé qu'il était en train de quitter X. Il organise le départ de X avec une équipe de chercheurs du CNRS, c'est ce qu'il a dit. Alors le CNRS depuis a démenti être à l'origine de ce collectif qui. Puis il va y avoir des élections bientôt, il aura du travail. Donc, il faut qu'il s'occupe. Non, mais moi je veux dire. C'est un débat. Il y a un truc intéressant derrière ça. Oui, pardon, Mathias Leboeuf. Il y a quand même intéressant. Moi, je pense qu'il ne faut pas quitter et qu'il faut rester. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que tous ces gens
ont une idée, c'est que en fait ces réseaux ne sont pas neutres, et c'est ce que disait Alexis, c'est que effectivement les algorithmes promeuvent un certain nombre d'informations, un certain nombre de profils, et que ce soit d'ailleurs Twitter ou que ce soit Meta ou machin, ces plateformes ne sont pas neutres, évidemment, et elles sont même éditorialisées. Rien n'est neutre, mais là, en l'occurrence... Il faut surtout lever l'anonymat. Twitter, s'il y a une seule chose à faire, c'est lever l'anonymat. On a l'impression que on ne voit que ce qu'on a envie de voir, ce qui est faux. Donc, il y a quand même cette idée-là. Après, partir, effectivement, ça fait un peu rebelle de salon. Et, on dit bon débarras, généralement, ceux qui veulent partir. Au contraire, mieux vaut rester pour essayer de contrepeser. Oui, juste pour Marine Tondelier, donc ce sont d'horribles fascistes. Donc elle dit, je comprends pourquoi la droite et l'extrême droite traite l'initiative HelloQuitX, donc déjà elle a annoncé qu'elle quittait pas X. Oui, non, elle ne quitte pas par l'indifférence et le mépris. Voilà, de mon côté, Twitter que j'aimais n'existe plus depuis longtemps, etc. Bon, elle explique pourquoi elle reste. Moi, je vais vous dire, au-delà de toutes les considérations politiques et tout, je me demande si pour la santé mentale des gens, ce serait pas mal de. C'est pas faux. Franchement, moi, je me pose la question tous les ans, début d'année, de savoir si je vais pas quitter les réseaux sociaux. Mais j'ai un problème, c'est que c'est quand même mon métier, entre guillemets. C'est très addictif. Ouais, et puis mes vidéos passent par là aussi. Toxique. Mais en réalité, c'est quand même le café du coin, quelquefois X. Pas Instagram, parce que normalement, c'est plus un média de photos, mais X, X et Facebook, c'est café. Voilà, et Facebook, c'est un peu le café du coin. Mais peut-être, plus que de quitter, avoir une réflexion autour de ces réseaux sociaux, interdire ces réseaux sociaux aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, et c'est faisable. Faut arrêter de dire que c'est pas faisable. Il faut déjà lever l'anonymat pour ça. Lever l'anonymat, c'est la première chose à faire. En tout cas, réfléchir à peut-être une forme de régulation sur les appels à la haine, sur les appels, parce qu'il y a aussi beaucoup de harcèlement, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a une petite régulation. Moi, je suis toujours frappé de voir l'impunité que peuvent avoir ces réseaux. Alors, il y a des questions de poids politique, mais notamment sur le harcèlement, les insultes ou les choses comme ça, c'est quand même extrêmement important et en toute impunité. Moi, je crois que sur les réseaux sociaux, tu as raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être lever le pied. C'est-à-dire à partir du moment où on est sur le réseau et on se dit mais quel con celui-là, oh mais lui, mais elle, mais pour qui elle se prend? Et moi je bloque. Bah oui, mais au bout d'un moment, on s'apparaît qu'on a plus d'affect négatif en fait que d'affect positif. Allez, c'est fini pour aujourd'hui et dansons tous sur YMCA puisque c'est la chanson quand même de l'année, absolument. C'est la fin du meeting de Trump. Oui, absolument. Il a dansé avec YMCA. Merci à vous, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.